Abdul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la montée en compétence des collaborateurs à la transmission générationnelle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est un plaisir de vous recevoir après un long mois, un mois d'absence. Ouais. Justement, qu'est-ce qui a été retenu? Peut-être que vous n'aurez pas voulu en parler, mais vous étiez en Chine. Qu'est-ce que vous retenez de votre séjour exactement? Merci pour l'opportunité. Je rends grâce à Dieu. C'est un plaisir de retrouver les téléspectateurs qui m'ont manqué. Tu m'as manqué, le plateau m'a manqué. Et ouais, c'est beaucoup de leçons. Mais trois majeures. Il y a une chose qui m'a vraiment frappé. C'est que chaque fois qu'on demandait ma nationalité, vous savez que la Chine, c'est un carrefour mondial. Vous avez de toutes les nationalités que vous pouvez imaginer. Et chaque fois qu'on me demandait d'où je venais, quand je disais Burkina Faso, on disait Ibrahim Traoré. Et je pense que ça fait plaisir de voir combien des gens croient au travail qui a battu au Burkina. Combien le Burkina Faso est pris en exemple à travers le travail que le président du Faso a. C'est un fait. C'est vraiment un fait, je vous assure. Vous sortez du pays, vous dites son nom, tout de suite, vous dites le Burkina, on vous donne son nom. C'est une référence, c'est une institution. Je crois que c'est une très bonne chose. Ça, c'est vraiment la première observation que je fais. La deuxième observation, je me pose vraiment des questions sur notre modèle de développement. On a pensé pendant longtemps qu'il n'y avait que la démocratie à l'occidentale qui était nécessaire pour se développer. Mais quand vous visitez des pays comme la Chine, comme Dubaï et bien d'autres, vous comprenez qu'il y a quelque chose, il y a d'autres choses, il y a d'autres modèles. Et moi, je ressors de la Chine avec cette idée-là que la démocratie à l'occidentale pose vraiment problème. Et quand je fais de comparer, vous savez, les Chinois, ils ne volent pas, ils ne trichent pas. Vous pouvez laisser un truc là, vous allez vous revenir, il sera au même endroit. Je crois que l'une des raisons, c'est l'exercice de l'autorité. La justice est appliquée. Vous voyez, je pense que la liberté a été galvaudée par l'Occident. On l'a vidée de son sens. Il y a des lois en Europe, en France, où si vous allez en vacances, il y a des gens qu'on appelle des squatteurs. Ils se débrouillent, ils rentrent dans votre maison, vous ne pouvez plus le faire sortir. Si vous décidez de le faire sortir par la force, on vous condamne. Et vous vivez dehors, et lui, il vit dans votre maison. Pourtant, il est rentré chez vous par infraction. Ça n'a pas de sens. Et on appelle ça de la liberté. Je crois que je vois un lien avec nos traditions. Parce que dans nos villages, il y avait des interdits. On te dit, si tu fais ça, il faut être sûr qu'il y aura une conséquence. Et souvent, la conséquence était extrême, c'était la mort. Ce qui faisait que tout le monde obéissait aux règles. Et je vois que c'est un peu ça. Et je trouve que nos pays ont vraiment besoin qu'il y ait une autorité ferme qui s'exerce lorsque des principes sont dégagés, pour qu'on ne puisse pas les remettre en cause. Je crois que c'est ainsi qu'on rentre tous dans les rangs. Et même nos religions, la Bible comme le Coran, si vous déviez de certaines choses, on vous dit que vous allez en enfer. C'est le châtiment extrême. Et je crois que c'est ce qui tient la plupart des croyants sur un droit chemin, parce qu'ils savent qu'il y a une conséquence. Mais si vous posez des actes et que vous pouvez toujours vous dédouaner de vos fautes, vous pouvez trouver un bon avocat qui va, par des moyens, vous extirper, mais il serait difficile que l'homme n'obéisse pas à ce penchant naturel qu'il a à faire ce qu'il ne faut pas faire. Et pour vous, c'est clairement lié à la méthode de désignation des gouvernants et la méthode en elle-même de la gouvernance, la démocratie? Pas forcément. Le problème, c'est que la démocratie à l'occidentale, en fait, le problème à l'intérieur, c'est la notion de liberté. Ce n'est pas tant l'alternance qui est mon problème. C'est la notion de liberté qui est associée. Oui, parce que derrière cette démocratie, on parle de liberté jusqu'à ce qu'on dit aux hommes, vous êtes libre de faire de votre corps ce que vous voulez. Vous êtes libre vous êtes un homme et vous décidez d'être une femme. Vous décidez de dire que vous n'avez même pas de genre. Vous voyez, c'est cette liberté-là qui, pour moi, finit par poser problème. On ne peut pas être libre de tout faire. Il doit avoir un cadre. Et je pense que des pays comme la Chine ont des cadres. Les Chinois sont heureux, hein? Ne vous y trompez pas. Ils n'ont pas une épée sur eux tous les jours, mais ils savent qu'il y a des règles auxquelles on ne peut pas déroger. Vous revenez avec trois souvenirs. Oui. D'abord, le président qui est une institution. Ensuite, la forme de gouvernance, la démocratie. Exact. Quelle est la troisième? La troisième, c'est la religion. D'accord. Moi, je suis un croyant. Mais je suis choqué de voir des gens qui croient en rien. Vous parlez de Dieu, ils vous disent ça parce que c'est pas nécessaire pour eux. Mais ils se développent. Ils sont plus honnêtes. J'ai rarement vu des gens aussi honnêtes. Mais ils croient en rien. Leur Dieu, c'est le travail et l'argent.
Du coup, ça m'interroge, je m'interroge vraiment. Est-ce que notre façon de vivre notre foi n'est pas problématique? Est-ce qu'on ne se trompe pas quelque part? Parce qu'on fait de belles promesses. Si tu pries, tu auras ci, tu auras ça, mais ils ne prient pas, mais ils ont plus que nous. Je me pose des questions. Peut-être qu'après la mort, ils auront des problèmes, j'en sais rien, mais pour l'heure, en tout cas, ils me font la preuve que le tout ne se situe pas dans le fait de crier Dieu, de prier. Non, il y a quelque chose d'autre qu'il faut chercher. Et je m'interroge. Alors, aujourd'hui, on parle de la montée en compétence des collaborateurs à la transmission générationnelle. Est-ce qu'on peut faire un rappel sur l'importance même d'une telle étude? Ok, effectivement, c'est le thème sous lequel on s'était séparés. Et je peux vous rassurer que j'ai pas mal de discussions, des gens qui m'appellent, qui sont d'accord, qui sont pas d'accord, parce que c'est vraiment des certitudes. Hein. De nombreux dirigeants sont convaincus qu'on ne peut rien. Voilà, les gens sont comme ils sont, on ne peut pas les changer. Et je trouve que c'est très dangereux de ne pas croire en l'homme. Moi, je crois en l'homme. Si vous arrêtez de croire en l'homme, vous ne vivrez plus, vous serez toujours en insécurité. L'homme est fondamentalement bon. Il a juste besoin qu'on révèle le bon qui est en lui. Et pour ça, il faut l'accompagner. Et donc, le développement des compétences des collaborateurs est une exigence pour le dirigeant même. Parce que si vos collaborateurs ne se développent pas, vous aurez des gens médiocres, démotivés dans vos mains. Non plus, vous n'irez pas loin. Quand vous êtes jeune, quand vous êtes une petite entreprise, ça va. Mais quand elle grandit, vous ne pouvez pas être partout, vous ne pouvez pas tout faire. Vous avez besoin de gens autonomes, capables de prendre des décisions et d'aller au bout. Vous avez des opportunités. Moi, je connais des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont prisonniers de leurs entreprises. Ils ne peuvent même pas se déplacer. Ils ne peuvent pas s'absenter. C'est devenu une prison. Je ne crois pas que c'est pour ça qu'on crée des entreprises. On devient entrepreneur pour être libre, et pas pour être prisonnier. D'accord? Et donc, développer ses collaborateurs, c'est la meilleure voie pour pérenniser son entreprise, pour l'amener plus loin, pour se diversifier. Et c'est aussi la meilleure voie pour garder votre santé, vivre longtemps et continuer à faire de l'argent. Quel est l'objectif principal que vous recherchez à travers une telle étude? Ben pour moi, c'est de vraiment amener les gens à comprendre qu'il y a un process. Déjà, il faut se renseigner, il faut se former. Nous sommes disponibles, c'est notre métier. Et c'est quelque chose qu'on teste. Hein. C'est pas, je ne le dis pas en théorie, on le pratique au quotidien. J'étais absent un mois. On le pratique au quotidien. D'accord? Et on pense, on a la solution, on a les témoignages. Chercher, il y a une solution. Ensuite, quand on connaît, il faut pratiquer. Il faut d'abord chercher la bonne information, puis il faut pratiquer. Non seulement, ça va rendre le dirigeant plus libre, plus épanoui, plus heureux, en bonne santé, mais ça va permettre aussi aux collaborateurs d'être épanouis. Regardez comment dans la plupart de nos entreprises, les gens sont frustrés. Les gens vont en entreprise, tous les matins, quand on dit lundi, personne n'a envie d'aller au job. La plupart des gens, c'est un jour, dimanche, ils commencent à se plaindre déjà. Quand la nuit tombe, encore demain, il faut aller au boulot. Mais c'est pas normal. Les gens devraient être heureux d'aller au boulot. Mais quand ils sentent qu'ils vont dans un endroit où on les développe, ils seront heureux de venir. Et c'est ça l'objectif. Et ils seront plus productifs. Nos entreprises seront plus compétitives. Parce elles vont bénéficier de toute la puissance créative qui est dans leurs collaborateurs. Mais un gars qui est frustré, il n'y a plus de dopamine. Le cerveau, il grippe. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, non. Et c'est ça mon cri. Comment rendre nos entreprises, comment faire de nos entreprises des endroits où il fait bon vivre, où les collaborateurs ont du plaisir à se rendre, où le patron aussi a du plaisir à se rendre. Parce qu'il va rencontrer des gens qui ont envie d'être là, des gens qui ont envie de le voir, pas des gens qui le détestent. Et dans la majorité des cas, les patrons sont détestés. Voilà, parce que lorsqu'un individu a le sentiment de tourner en rond, nous ne sommes pas des êtres créés pour... Oui, je suis très croyant dans un livre que j'aime, il dit que l'homme est né pour dominer, pour assujettir, pour développer, d'accord, pour faire grandir. Donc quand vous avez l'impression que vous n'assujettissez pas, vous êtes au même endroit, mais c'est pire que la mort. Voilà pourquoi les gens sont frustrés. Mais lorsque vous allez les développer, ils seront heureux de savoir qu'ils sont en train d'accomplir quelque chose de grand, ils sont en train de se développer. Pour la montée en compétence des collaborateurs, que peuvent constituer l'ignorance et la peur? Oui, parce que le patron, comme j'ai dit, il ne connaît pas le processus. Il s'est dit que ce n'est pas possible. Donc comme ce n'est pas possible, c'est une fatalité. Il accepte sa situation et puis il fait avec. Mais je vous dis que c'est possible. Mais est-ce qu'il a tort d'avoir peur? La peur, oui, parce que ça fait des années, il ne connaît que ça. Tout changement est une crise. Vous avez une façon de penser, vous avez un système de croyance, vous avez un paradigme qui vous dit les agents sont comme ils sont incompétents, ils sont mauvais, on ne peut rien en tirer. Ils sont saturés, vous êtes obligé de faire tout vous-même. Si vous les formez, ils vont partir. Ça ne coûte à rien d'investir en eux. Non, il y a un paradigme. Pour rompre avec ce paradigme-là, effectivement, il faut aller chercher en soi-même, ça fait peur.
Mais si vous n'affrontez pas vos peurs, mais un entrepreneur, ça sert à affronter des peurs. Entreprendre même, c'est tous les jours que Dieu fait affronter des peurs. Seulement cette peur-là, comme on n'a pas de réponse à cette peur, on a tendance à vouloir l'ignorer ou en faire une fatalité. Donc je viens rassurer ceux qui nous suivent, il est possible de prendre des gens ordinaires et d'en faire des gens extraordinaires. Quel est le processus pour y arriver? Alors, on a vu que le processus, déjà, c'est la prise de conscience. Et une fois qu'on a pris conscience, la deuxième étape, ce serait de modéliser l'agent idéal. Ça commence par votre propre vision. Une vision, c'est deux choses. C'est la finalité, c'est les valeurs. Et les gens ne connaissent pas leurs valeurs. Vous prenez une équipe, prenons des gens très bons, très compétents techniquement. S'ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils ne seront jamais une équipe. C'est dans la communauté de valeurs et de finalité qu'on bâtit une équipe. Mais combien de structures? C'est écrit, dans beaucoup de structures on se retrouve, on dit quelles sont vos valeurs. C'est écrit dans un document. Malheureusement, ça a été écrit par un consultant qui ne connaît rien de l'entreprise. Ce n'est pas des valeurs réelles, ce n'est pas des valeurs incarnées. On a juste copié quelque chose qu'on a vu quelque part. Donc il y a un travail à faire pour trouver les valeurs qui caractérisent le fondateur de l'entreprise. Parce que c'est ce qu'il doit transmettre à ses collaborateurs. Même quand vous recrutez, vous devez recruter des valeurs d'abord. Parce que si la personne n'est pas alignée sur vos valeurs, c'est une perte de temps. Vous n'irez pas bien loin. Le premier investissement à faire, c'est ça. Modéliser ses valeurs et sa finalité, l'enseigner. Ensuite, il faut modéliser l'agent idéal. Qu'est-ce qu'un bon agent pour toi? À quoi il doit ressembler? Quand on a modélisé ça, il faut les évaluer. Et pour moi, l'évaluation, c'est l'outil magique. En tout cas, dans le processus que nous avons mis en place, comme je dis, on a la vision qui est claire. Je dis souvent, je me trompe. Moi, je prends des décisions qui ne sont pas en phase avec la vision. Mes collaborateurs me le rappellent. Ah, ça, c'est pas... Non, on ne fait pas ça ici. Je dis, mais pourquoi? Parce que ce n'est pas en phase avec notre vision. Ah, effectivement, vous avez raison, ça m'avait échappé. Et puis, on regarde le type. Parce qu'il y a une vision, il y a une finalité. Ils connaissent nos valeurs. Ça, on ne fait pas. Ça, on fait. Ça, on ne fait pas. Tout le monde sait. C'est partagé. Après, il y a l'agent idéal. L'agent idéal, ça va être beaucoup de choses. On ne peut pas tout déployer ici. Ça va être, par exemple, la remontée d'informations. Un agent, vous avez des entreprises, je vous dis, dans la plupart des entreprises, il y a des problèmes, mais personne n'en parle. On sait qu'il y a un problème, mais personne. C'est quand c'est grave, quand on ne peut plus rien faire, quand le patron découvre, nous-mêmes on savait, mais parce qu'il n'y a pas une culture de remontée d'informations. Donc ça, nous, on va dire, ok, un agent compétent, à tout niveau qu'il soit, doit développer l'habilité à remonter de l'information. La capacité à résoudre des problèmes. Mais vous êtes payé pour résoudre des problèmes. Travailler, c'est résoudre des problèmes. C'est pas prendre les problèmes pour les ramener à la hiérarchie. Mais que font la plupart des agents? Ils constatent un problème. Patron, on n'a pas ça. On fait comment? On fait pas ça. Donc, ils passent le temps à vous ramener des problèmes. Au lieu d'apprendre à résoudre les problèmes. Et je vous assure que la plupart des gens ne savent pas résoudre des problèmes. On ne nous a pas appris à l'école à résoudre des problèmes. L'ignorance encore. Tout est une question de connaissance, effectivement. On ne nous a pas appris. Les gens ne savent pas. Je vous assure. Un problème qu'ils ont déjà rencontré, ils savent le résoudre. Lorsque le problème est nouveau, ils ne savent pas par où on commence pour résoudre un problème. Donc il y a vraiment un travail à faire de formation, d'accompagnement. Il faut servir d'exemple, faire avec eux jusqu'à ce que la personne devienne autonome. Mais après, derrière, il faut les évaluer. C'est l'évaluation qui permet à l'agent de savoir la distance entre lui et le modèle idéal. Et l'évaluation est une belle opportunité de développement. Mais dans beaucoup de nos entreprises, l'évaluation fait peur. Parce que justement, on vient en évaluation pour se faire taper dessus, pour être humilié. Non. Moi, mes collaborateurs recherchent leur évaluation. Ils demandent l'évaluation. Parce que c'est un moment où on va prendre 2 heures à leur consacrer. Pendant 2 heures, on va s'intéresser à eux. Ce n'est pas seulement que professionnel. On va s'inviter dans leur vie familiale par moment. Parce que ça commence là. On va s'inviter même parfois dans leur enfance. Parce que ça explique leur réalité d'aujourd'hui. Et on les accompagne. C'est du coaching en réalité. C'est pas juste de venir prendre un questionnaire et puis pointer, et puis à la fin donner une note mécanique. Non, c'est pas ça. C'est très dynamique. Et c'est vraiment un processus qu'on met à la disposition des entreprises. Est-ce que ce processus s'adapte à l'entièreté des collaborateurs ou est-ce qu'il s'adapte en fonction du type de collaborateur que l'on a en face? Tous les collaborateurs. Moi, j'évalue tous mes collaborateurs, jusqu'à l'agent de liaison. Et justement, vous êtes étonné de voir un agent de liaison qui change de poste. Parce qu'il est développé. Parce qu'à partir de l'évaluation, on lui donne des perspectives. On dit, ok, voilà, t'es où aujourd'hui, mais c'est quoi ton ambition? Une des questions clés qu'on pose toujours en évaluation, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans? Parce qu'une personne qui ne se projette pas, qui a arrêté de rêver, devient dangereuse pour l'entreprise. Un être humain qui ne rêve plus, c'est mort, c'est foutu.
Regardez, prenez un mariage. Tant que l'un des conjoints ou les deux espère que ça va aller, le mariage va tenir. Mais le jour où un arrête d'espérer et puis il dit qu'on ne peut plus rien faire, c'est que le divorce est arrivé. Le problème, c'est pas les difficultés qu'il rencontre, c'est que la personne n'est plus en capacité de voir du bon dans le futur. Ça va s'arrêter. Et dans beaucoup d'entreprises, les gens ne rêvent plus, ils ne se projettent plus. Ça fait des années, ils n'ont plus d'espoir. C'est dangereux. Moi, je préfère te libérer. Si tu n'es plus capable de te voir dans l'entreprise, de te projeter, vaut mieux que tu ailles ailleurs. Si tu restes là, tu vas te faire du mal, tu vas me faire du mal. Je préfère t'accompagner à aller ailleurs. Évitez d'avoir avec vous des gens qui ne rêvent pas. La faculté à rêver est nécessaire pour la vie humaine. C'est nécessaire. Quand on parle de cela, difficile de ne pas évoquer le type de collaborateur que l'on a en entreprise. Exact. On a vu qu'il y avait 3 types de collaborateurs. Et il y a les grands rêveurs. Et les grands rêveurs, c'est les fils. Ils sont avec vous. Vous voyez? Et ça, c'est ceux qu'il faut chercher. C'est à eux qu'on transmet une entreprise. Des fils qui vous ressemblent, qui s'efforcent, ils vous aiment, ils vous apprécient. Ils veulent penser comme vous. Ils veulent agir comme vous. Ils croient en vous. Ils se projettent avec vous. Vous voyez? Ils rêvent votre rêve avec vous. Vous avez les mercenaires. À eux, ils sont bons, hein? Mais ils n'ont aucun attachement à l'entreprise. Ils ne partagent pas les valeurs de l'entreprise, ils ne partagent pas la finalité. Ils sont là pour faire leur argent. Mais ils sont compétents. Hein? Eux, il faut savoir que la course va finir par s'arrêter tôt ou tard. Et ce n'est pas des gens avec qui il faut beaucoup construire. Il faut leur confier de bonnes responsabilités. Ils vont bien faire leur job. Mais il vaut mieux investir sur un N-1 d'un mercenaire que sur le mercenaire. Parce que le mercenaire, il n'a pas de problème aussi. Hein. On se parle franchement. Lui, il est là pour faire son taf, son argent. S'il a une meilleure ailleurs, il part tout de suite. Il n'hésite même pas. Ouais, il n'a pas d'attachement. Et eux, c'est difficile de les développer. À moins de travailler à le convertir en fils. Et là, il y a des techniques. Hein. Il faut s'intéresser à eux. Il faut créer un lien. Il faut investir dans la relation. Et puis, vous avez l'employé, j'ai envie de dire ordinaire. Bon, c'est le gars moyen qui est là, quoi, qui passe son temps, il ne fait pas de problème, il est prêt à rester, mais sa productivité va être moyenne. Alors lui, soit vous travaillez à le développer, si ce n'est pas possible, s'il n'a pas envie, il y en a qui n'ont pas envie de faire le voyage, vous le gardez dans des fonctions très opérationnelles. Mais vous mettez un employé ordinaire dans une fonction de décision, d'enjeu, vous allez tuer votre entreprise. Il faut qu'il n'y ait que des fils dans des fonctions où on prend des décisions. Sinon, vous allez tuer votre entreprise. Et les fils, il faut les chercher. Il faut vraiment les chercher, il faut les construire. Est-ce que la montée en compétence ne pourrait pas changer la donne? C'est le but. Mais le problème, c'est que c'est un travail de 2 à 2. C'est un travail à 2. Et quels que soient vos efforts, si la personne ne veut pas, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a celui qui ne veut pas. Il y a celui qui veut, mais qui ne peut pas aussi. Parce que quand même, développer les compétences, ce n'est pas aisé pour tout le monde. Il y en a qui veulent, mais qui ne peuvent pas. Et il faut pouvoir être capable de les classer. Ce n'est pas dit qu'on ne fera rien pour un mercenaire, ce n'est pas dit qu'on ne va pas faire l'effort. Mais l'effort qu'on fait pour un fils, l'effort qu'on fait pour un mercenaire, l'effort qu'on fait pour un emploi ordinaire ne peut pas être le même. Sinon, on ne pourra pas, on n'a pas les ressources illimitées. Parce que la plus grande ressource que vous leur donnez, c'est votre temps. Hein. Le temps d'interaction que vous avez avec eux, en train d'investir en eux, de leur faire des feedbacks sur leur productivité, les capacités, c'est le plus grand don. Mais vous avez 24 heures dans la journée. Je ne vais pas mettre mon temps, mes ressources sur un mercenaire pendant que j'ai un fils que j'ai besoin de développer. Et ça, moi, mes collaborateurs, ils savent. Je te dis clairement, tu es libre de faire tes choix, mais comprends aussi que moi aussi, je suis libre. Je ne vais pas m'investir en toi, sachant que ta probabilité de départ est élevée. Ou ça fait des années que je fais des efforts, mais tu n'évolues pas. Et je peux te faire la preuve, parce qu'il y a tes évaluations qui sont là. Toi-même, tu reconnais. Quand on fait l'évaluation, tu reconnais tes points faibles, mais ça n'avance pas. Je t'encadre, je mets les moyens, dis-moi de quoi tu as besoin et je te donne, ça n'avance pas. À un moment donné, comprends que bon, j'ai rien contre toi, mais il faut qu'on avance. Donc du coup, chacun comprend pourquoi il est là où il est, quoi. C'est l'occasion de profiter de l'expérience du cabinet Salomon Conseil. Vous venez d'effectuer un mois d'absence de votre entreprise. Est-ce qu'il arrivait des moments où, au niveau de l'entreprise, les collaborateurs ont été bloqués, ont dû avoir recours? Et comment vous vous sentez quand vous libérez une entreprise pour un mois? Est-ce que vous n'avez pas aussi du doute? Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que tout ne va pas s'écrouler? Est-ce que c'est pas ça aussi qui cause problème dans la montée en compétence des collaborateurs? On a peur que tout s'écroule lorsqu'on n'est pas là et tout. Moi, ça fait 4 ans que je fais ça, en fait. C'est un processus que j'ai commencé il y a 4 ans. Donc, en réalité, la majorité de mes collaborateurs sont à maturité dans leur développement. Moi, je suis obligé de changer ma grille d'évaluation. Parce qu'aujourd'hui, quand j'évalue tout le monde est pratiquement à 100%. Parce que ça fait 4 ans.
ils sont évalués 2 fois dans l'année. Donc chaque 6 mois, on revisite ce que la personne est capable de faire ou pas. Et c'est tellement franc. Donc aujourd'hui, ils sont tellement développés que je vous assure qu'il y a des questions que je n'ai pas besoin de regarder. S'il y a une question que je dois regarder, c'est que c'est une nouvelle activité qu'on lance. Pour ce qu'on fait tous les jours, j'avoue, j'ai pas besoin de regarder. Parce que c'est un travail qui a été fait. C'est parce que justement, on a les résultats chez nous. On a les résultats chez certaines personnes qu'on accompagne, qu'on en parle en fait. C'est pas quelque chose qu'on sort d'un livre. Hein. Ah non, c'est conçu, c'est implémenté. Avant de dire, ok, on a testé, ça marche. On a testé chez des amis, chez des entrepreneurs, ça marche. Et on dit maintenant, ok, parlons-en. Moi, j'évite de parler d'une chose. Quand je vous dis quelque chose que j'ai jamais fait, je vais vous dire, ah, ça c'est, je l'ai dit en théorie. Mais si j'ai pas expérimenté, non, je n'enseigne pas. Est-ce qu'il y a des cas où on tombe sur une entreprise où il n'y a que des mercenaires? C'est que vous avez un problème de recrutement. C'est le recrutement. Et ce qui est vrai, si vous recrutez des gens qui ont toujours de l'expérience, vous aurez du mal à avoir des fils. Parce que les fils, en général, vous les prenez aux stagiaires, avec peu d'expérience, vous les bâtissez. C'est plus facile, en fait. Parce qu'ils vous doivent tout. Mais quand vous prenez déjà quelqu'un, chaque fois que j'ai pris des gens qui sont venus directement avec leur expérience, c'était très compliqué. Ils sont trop moulés. Ils ont trop leur certitude, leur croyance, ils savent trop de choses. Donc ils ont du mal à désapprendre pour rentrer. C'est pas impossible, hein, mais ils ont beaucoup de mal à désapprendre pour rentrer dans votre modèle, dans votre système de croyance. Mais ils sont utiles. Mais pour transformer quelqu'un qui est déjà très mature en fils, c'est plus compliqué que de prendre un plus jeune et de s'investir en lui. C'est plus compliqué. Mais en même temps aussi, plus l'entreprise grandit, plus c'est très difficile. Si vous n'avez pas appris à vos N-1 à développer des gens en dessous de vous, ça va devenir difficile. Parce que vous n'aurez plus, vous, le temps d'aller prendre quelqu'un au bas de l'échelle et de le construire. Ça sera, en tout cas, moi, c'est la pyramide que j'ai construite. Moi, je développe mon codir. Mon codir doit développer son N-1. Bon, pour lui, on n'a pas encore commencé sur les N-1 qui doivent travailler en dessous. Mais je crois que la question va se poser bientôt. Pour qu'eux aussi soient capables de bâtir des gens en dessous d'eux, même si c'est déjà de s'entraîner avec des stagiaires à leur faire des choses. Parce que ça aussi, la capacité à manager, c'est ça manager en fait. Manager pour moi, c'est pas juste donner des ordres, c'est développer des gens. Et la capacité à manager, malheureusement, on n'apprend pas à l'école. Et donc, c'est aux managers. Donc qui avons des arrière-plans de coach, de formateurs, vraiment ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Tout le monde l'a pas. Alors la suite logique serait de comment préparer son fils biologique à la montée en compétences. Et nous en reparlerons. Mais en attendant, quel est le mot de fin? Alors, donc on n'a pas pu boucler notre thème, c'est bien. C'était un rappel et ça nous replonge dans notre dynamique. Et vraiment, le mot de fin, c'est très fier de voir ce qui se fait. C'est difficile, nous traversons une période difficile, mais je crois qu'il y a de bonnes raisons d'espérer. Ça va être dur, mais comme je dis, on a pris la voie la plus difficile, mais c'est la voie la plus pertinente. De rompre, de nous replier sur nous-mêmes, de travailler à partir de nos propres ressources. Et je crois que ça peut permettre au Burkina Faso de se développer. Et moi, mon travail à moi, c'est d'aider les entreprises à être de plus en plus performantes, les individus. Et là, vous confirmez du retour de voyage que l'ordre et la discipline, rien ne se construit sans cela. C'est clair. Ça se négocie pas. Il faut de l'ordre, il faut de la discipline. Merci Abdoul Karim Bandé. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Trui TV et Watt FM. Ainsi se referme donc ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Trui TV, la télé interactive.